Donc bonjour à tous. Effectivement, le professeur Ducot ne pouvait pas venir ce matin. Je remercie Maxime Sodji de nous avoir invités. Nous travaillons depuis maintenant des années ensemble et je crois que c'était ce groupe le point de départ, le jour où on s'est rencontrés dans votre bureau, Maxime. Et depuis, on travaille largement ensemble. Moi je suis Nadège Sauvier, je suis infirmière en pratique avancée, je suis coordinatrice du centre de recours TCA de la région Aix-Limousin. Et donc nous avons monté avec Philippe Dupot, qui est le chef du pôle universitaire, ce groupe au sein des locaux de la polyclinique de Chénieux. Du coup, comme on avait dit hier, effectivement, le public et le privé peuvent s'allier pour la cause des patients. Alors, les comorbidités psychiatriques restent très fréquentes après la chirurgie, même si on sait qu'elles s'améliorent quand les patients sont bien préparés. Psychiatrique, on parle de dépression, on parle de troubles de personnalité, on parle de bipolarité et d'autres. Les addictions, effectivement, on parle des addictions psychoactives avec les produits, l'alcool, le tabac, le cannabis et autres. Je rencontre quand même peu au quotidien. Et puis, bien sûr, les addictions plutôt de jeux de hasard et d'argent, qui sont des choses qu'on recouvre très très souvent. L'addiction à l'alcool après la chirurgie était vraiment quelque chose à repérer, puisqu'elle peut être très très forte, même s'il n'y avait aucune addiction au préalable de la chirurgie. Et bien sûr, même si le trouble des conduites alimentaires a été travaillé avant, on se rend compte que des fois, après la chirurgie, il peut y avoir une rechute et on retombe un peu dans ces travers alimentaires. Bien sûr que si ces facteurs sont insuffisamment traités, c'est un risque d'évolution péjorative pour la suite de la chirurgie. Et toute cette chirurgie, elle entraîne des modifications des relations avec l'alimentation quand même, avec le corps, avec l'entourage, qui est vraiment un environnement à prendre extrêmement en compte, puisque les patients ont besoin d'être accompagnés sur le long terme après la chirurgie. D'où la création, alors c'était l'idée des deux chefs, de ce groupe obésité, troubles des conduites alimentaires, addiction et relaxation. On avait été assez optimiste dans ce groupe. Donc le but, c'est d'aider les personnes avec une obésité morbide. Elles avaient toutes bénéficié d'une chirurgie bariatrique et le but était de maintenir les bienfaits de la perte de poids à court et moyen terme afin de favoriser les états du corps, lieu où se manifestent nos affects, nos émotions, en leur donnant des outils qui permettaient de gérer le stress. C'était des gens très stressés, très anxieux, renouer avec les ressentis du corps. Le corps est quand même maltraité dans cette histoire, et donc du coup, il faut se le réapproprier, exprimer la douleur, la souffrance morale et les autres émotions. Et bien sûr, ce qui vraiment nous porte beaucoup, c'est renforcer l'estime de soi. Donc on a utilisé Nous avons utilisé trois outils pour faire ce groupe, qui est l'information, l'éducation à la santé, la pratique du training autogène progressif de Yves Ranty, le groupe actif motivationnel expérientiel. Donc pour l'information de l'éducation à la santé, elle va viser à apporter par un expert des informations actualisées, conceptualisées sur les liens, alors pour ce groupe évidemment, sur les liens entre obésité, troubles des conduites alimentaires, addiction, souffrance psychique. Elle va favoriser l'émergence d'une discussion et effectivement les groupes étaient très 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 riches de discussions par le vécu expérientiel des patients. Pour le training autogène de Yves Ranty, qui a été créé en 1990, pour rappel, Yves Ranty était un psychiatre de Limoges et il s'est approprié la technique de Schultz, le training autogène de Schultz, et il a créé sa propre thérapie. Schultz, lui, il fallait accéder à toutes les étapes avant de rentrer dans ce phénomène de la psychothérapie, alors que Yves Ranty essayait de faire cette élaboration psychique à chaque séance, après chaque vécu corporel. C'est la petite différence entre Ranty et Schultz. Donc l'objectif, c'est de rechercher un état modifié de conscience pendant cette séance pour obtenir l'Umgestaltung, alors vous excuserez mon accent allemand, qui est largement repris dans les travaux de Schultz et qui permet de pouvoir acquérir une déconnexion organismique. C'est vraiment un lieu de rencontre avec le vécu corporel, les états du corps propre et le ressenti. L'objectif étant une déconnexion générale de tout l'organisme.
C'est aussi appelé une auto-hypnose progressive, puisque le patient doit être autonome. Nous ne proposons pas des suggestions, mais des inductions qui permettent au patient de refaire les exercices à la maison pour vraiment s'approprier la technique. C'est une technique qui se fait en 6 étapes. L'étape de la lourdeur, de la chaleur, du contrôle du cœur, de la respiration, de la chaleur du plexus solaire, puis de la fraîcheur du front. La pesanteur va permettre plutôt une décontraction musculaire, tandis que la chaleur permet une vasodilatation périphérique. Et il est important de suivre ces étapes dans le sens que l'avait proposé Schultz, puisqu'il a vraiment c'est vraiment une organisation tout à fait logique, et on ne peut pas faire la cure dans une autre alternative des inductions proposées. Pour le groupe actif motivationnel expérientiel, qui est notre 3e outil, il va viser à apporter des informations et une animation de groupe qui va aider le participant à une meilleure connaissance de soi à travers l'auto-évaluation de certaines problématiques personnelles, l'anxiété, la dépression, les dimensions de personnalité, que ce soit un trouble ou que ce n'en soit pas, l'addiction, grâce à l'utilisation d'auto-questionnaires de psychopathologie, par l'information, le partage d'expériences, qui vont aider à renforcer la motivation et à maintenir les bienfaits de la chirurgie. On en a parlé hier de la motivation. Effectivement, nous, en tant qu'addictos, la motivation fait partie intégrante c'est un savoir-être au quotidien avec nos patients. Alors, de manière très pratique, c'est un groupe qui pouvait s'organiser sur 2 années. La première année était un travail de groupe fermé. Bon, vous verrez qu'on n'a déjà pas respecté les règles puisqu'on avait marqué 10 patients maximum, mais Maxime nous en avait rajouté 3 de plus, donc on était à 13 patients. Et donc on va comme ça utiliser ces 3 outils que je vous ai décrits préalablement pour animer ce groupe. C'était 8 séances annuelles obligatoires, une séance par mois, de septembre, on a fait ça de septembre à juin. Chaque séance durait environ 2 heures, même un peu plus parce qu'elles étaient bavardes, avec une installation de 15 minutes. Cette information qu'on avait à chaque groupe, il y avait un sujet dont on avait travaillé avant, la dépression, le trouble des complémentaires, l'anxiété, l'addiction, voilà, différents thèmes qu'on avait travaillés. Donc il y en avait à chaque niveau, à chaque séance. Après, il y a eu des échanges avec le groupe qui étaient très très forts parce qu'elles étaient quand même très demandeuses de se retrouver en paire et de pouvoir verbaliser leurs difficultés. Effectivement, ce que renvoyer les autres pouvait être aidant pour les patients. Et puis, on finissait par une séance du training autogène progressif et puis on finissait par un débriefing. Le travail individuel en 2e année était optionnel, mais quand même, je pense qu'à peu près 50% des patientes ont demandé un travail individuel en relaxation à la suite. Donc l'animation du groupe était assurée par des professionnels formés à la psychothérapie, à la relaxation psychothérapique et à la problématique des conduites addictives. En l'occurrence, c'était le professeur Lugo et moi-même. Donc comme je vous disais tout à l'heure, 13 patients, âge moyen 54 ans. En moyenne, on était à 7 kg de reprise de poids à 5 ans d'intervention, donc on n'était pas sur quelque chose de catastrophique. Et on avait fait un panel important d'évaluation avant les groupes, les grilles de personnalité du TCI 125, l'HAD, les gestes d'injection, Audit, ALAC, le CAP, Fagerstrom. On a remarqué qu'il n'y avait pas de patients qui présentaient des consommations de substances psychoactives dans le groupe, pas non plus de problématiques comportementales addictives. Seule une personne avait un trouble de l'usage à Facebook, mais tout à fait modéré. Pour le SCOF, 100% des patientes étaient positives au SCOF, donc répondaient au moins à 2 réponses positives sur les 5 du questionnaire. Mais bon, cela, je mettrai peut-être un petit bémol. Il faut vraiment s'accompagner d'un entretien clinique pour valider un éventuel TCA. Au niveau des comorbidités psychiatriques que je vous parlais tout à l'heure, 5 étaient dépressives, dont 2 seulement étaient traitées par des antidépresseurs.
3 personnes étaient bipolaires, traitées par thymorégulateur plus ou moins antidépresseurs, plus ou moins anxiolytiques, donc quand même quasiment la moitié avait une comorbidité psychiatrique. Pour les résultats du profil de personnalité TCI 125, qui est un instrument d'évaluation de la personnalité pour fournir un modèle biopsychosocial complet, donc au niveau de la branche du tempérament, la combinaison des traits a montré que le profil majoritaire faisait ressortir une faible recherche de nouveautés, une haute inhibition et une dépendance affective forte. Et ça peut entraîner des risques de vulnérabilité à la dépression, à l'anxiété et à la présence de troubles de personnalité. Au niveau des recherches de nouveautés, 62% étaient calmes et réservés, contre 37% impulsifs et exubérantes. L'évitement au danger était 87,5% étaient inhibés, anxieuses et pessimistes. Et la dépendance de la récompense, était 64% étaient sensibles à la dépendance à la récompense. Au niveau des caractères, elle était haute. Ça décrit le degré de maturité et de prise de conscience sociale de l'individu. La transcendance, la moitié environ avait une ouverture spirituelle qui est quand même à prendre en compte. Et au niveau de la responsabilité, elle était majorée avec un niveau élevé. Le sens des responsabilités était fort, avec une exigence élevée et une exigence d'eux-mêmes très importante. Et effectivement, au quotidien, c'est des patients qui ont une exigence envers eux-mêmes très élevée et qui fait que, souvent de fois, ils se mettent des objectifs inatteignables et du coup, ça entraîne une mésestime d'eux, mais pas parce que les objectifs sont trop élevés. Nous avons bien sûr fait un recueil après le groupe. Les résultats étaient quand même très intéressants. Il y avait quand même une meilleure connaissance de soi, une réduction des compulsions, une amélioration de l'image corporelle et la parole du patient était au cœur de notre groupe. Les difficultés rencontrées, mais qui sont assez, je pense, assez inhérentes avec la problématique de l'obésité, c'est qu'il y avait peu de corps ressentis, c'est-à-dire que autant elles étaient très 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 bavardes avant la relaxation, une fois qu'on repartait sur le corps, sur les ressentis corporels, et bien là c'était beaucoup plus difficile de nommer les ressentis, parce qu'effectivement ce corps c'est pas si simple que ça. Alors le petit biais qu'on pourrait mettre dans ce groupe, c'est qu'effectivement en début de cure, nous on fait des séances toutes les semaines et que là une séance par mois, étant donné qu'il faut s'approprier la technique, et bien c'était peut-être un petit peu compliqué pour les patients de tout de suite être rentrés dans un travail individuel à la maison. Du coup c'est vrai que ce travail-là il s'est peu fait par les patientes. Donc du coup, comme c'est un entraînement, la relaxation, c'est un training, donc un entraînement, plus on en fait, plus on rentre dans cet état modifié de conscience. Donc évidemment, moins on en fait, plus c'est compliqué. Bien sûr, plein de questions sont sorties de ce groupe sur l'accompagnement psychologique, la reconstruction identitaire post-chirurgicale et la temporalité. Bien sûr, comme on est sur un colloque sur la médecine narrative, on s'est posé la question de comment on pourrait mieux formaliser la narrativité dans ce groupe, malgré qu'elle soit quand même extrêmement présente. Mais je garde à l'esprit l'idée peut-être de faire un écrit qui pourrait peut-être être pertinent dans ce genre de groupe. Et pour conclure, je dirais que ce groupe nous a montré qu'il était probablement plus facile de verbaliser les mots MAUX par les mots MOTS que ressentir les mots des mots du corps. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Donc, évidemment, merci Nadège et Philippe. Donc, évidemment, c'était un premier travail qui nous a permis, maintenant, ça c'est un premier travail après la chirurgie. Donc maintenant, on a mis un travail avant, on essaie de détecter les troubles du comportement alimentaire donc avant. À l'issue de ce travail, on a créé une association qui s'appelle ADALIM, A-2-D-A-L-I-M, Addiction Alimentaire. Donc c'est pas ADALIM à Limoges, qui permet, parce que l'addiction alimentaire n'est pas encore reconnue comme, n'est pas reconnue par le monde médical. Or, beaucoup de personnes nous disent qu'ils sont addicts à l'alimentation, au sucre et au repas. Donc on a créé une association pour pouvoir dépister un peu plus. Donc merci pour ce. Merci. Oui, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a une étude genrée de cette maladie
parce que vous avez présenté le travail que vous avez fait sur un groupe essentiellement féminin, puisqu'il y avait 13 personnes, 13 femmes. Donc voilà, c'était une question qui m'intéresse. Alors moi, j'ai dans ma patientèle que des patients qui ont un trouble des conduites alimentaires, donc des fois l'obésité fait partie des complications du trouble des conduites alimentaires. Et effectivement, on sait que le trouble alimentaire chez les hommes, c'est quand même très mal dépisté, parce que dans nos sociétés, c'est une maladie de filles. Et donc du coup, mais j'ai l'impression que là, depuis quelques temps, alors le professeur Jésus pourra m'épauler là-dessus, mais que depuis quelques temps, on a beaucoup plus d'hommes, parce que peut-être qu'on parle plus facilement du trouble des conduites alimentaires et que l'homme peut s'approprier. Alors il ne va pas s'exprimer tout à fait de la même façon chez l'homme, donc du coup, on ne va pas être sur des stéréotypes de restrictions alimentaires très strictes, on va être plutôt sur de l'orthorexie, des choses comme ça, mais en tout cas, voilà, effectivement, on a fait deux groupes, j'en ai présenté qu'un, mais on a fait deux années de suite, et effectivement, on avait à chaque fois que des femmes, voilà, mais c'est vrai que c'est représentatif quand même de notre patientèle, quoi. Moi, je suis chirurgien et j'ai un problème avec le temps. C'est que j'ai une psychologue qui veut faire des choses comme ça avant la chirurgie. Et donc, ça fait une dizaine d'entretiens avant la chirurgie et ça fait une préparation environ d'1 an. Donc, il faut que le patient attende 1 an pour pouvoir être opéré. Et ça traîne parfois, ça fait que le bilan cardiaque, le bilan pulmonaire est hors du temps, il faut en refaire un autre. Donc j'ai des patients qui ont 2 polypsonographies, 2 épreuves d'effort, 2 épreuves cardiaques, etc. Ma question c'est faut-il faire ça avant la chirurgie ou après la chirurgie? Si avant la chirurgie, combien de temps ça peut prendre, mais pas trop, parce qu'il faut quand même qu'on opère les patients. Alors, c'est une très bonne question. Ce travail, je l'ai présenté à mon mémoire de DU, troubles des conduites alimentaires en 2018. Et du coup, effectivement, ça a été une des questions des professeurs du jury en disant mais pourquoi vous ne faites pas ça avant? Et donc, du coup, je suis allée voir Maxime Sauty et on a essayé de travailler avant parce qu'effectivement, ça paraissait comme ça plus logique sur le papier de travailler avant le trouble des conduites alimentaires. Et je me suis. En fait, les patients, ils veulent la chirurgie. Et si vous travaillez avant le trouble des conduites alimentaires, ils savent que c'est une contre-indication à la chirurgie. Et donc, je trouve qu'il y a un manque d'authenticité avant la chirurgie, parce qu'ils ont tellement peur que ça soit noté quelque part et que du coup, ils n'aient pas accès à la chirurgie, qu'en fait, ils minimisent beaucoup le trouble des conduites alimentaires. Et c'est qu'après, quand ils sont dans le merdier, après la lune de miel, là, on travaille en authenticité. Et c'est dommage. Moi, j'essaye d'expliquer aux patients que moi, je n'ai aucun pouvoir sur l'accès à la chirurgie. Donc, du coup, dans mon espace de bureau, il peut se dire tout. Mais par contre, je vois bien que pour les patients, c'est compliqué. Vous préfériez que ça soit avant? Ah ben bien sûr. Oui. Et le chirurgien ne veut pas que ça dure trop longtemps. J'ai même eu des patients qui sont partis ailleurs parce qu'ils en avaient marre d'attendre. C'était un véritable problème pour le chirurgien. Moi, quand tu vois des patients qui ont 12 entretiens de psycho avant d'être opérés, ça dure plus d'1 an, c'est quand même un problème. Mais je pense que c'est indispensable. Voilà, tout l'enjeu, c'est de pouvoir trier ceux qui en ont besoin, et s'il y a besoin, il n'y a pas à discuter. Il faut qu'ils aient le temps de faire leur préparation, parce qu'on sait que la chirurgie va moins bien marcher, et donc ça va être potentiellement un échec après. Donc c'est très important de bien préparer, mais peut-être de plus trier les personnes. Il y a aussi des concepts comme la résilience, il y a des travaux qui sont passionnants sur l'évaluation, notamment moi j'avais eu la thèse de Joris Mathieu qui est MCU, qui est assez passionnant. Donc bravo pour ce travail, mais effectivement avance. Un libéral aussi qui veut parler. Je pense que tous les chirurgiens, ils veulent avoir des meilleurs résultats. Donc, libéral, non libéral, on va attendre pour les patients. Le souci, c'est que parfois, il y a même des patients qui ont dit « j'ai bu un verre d'alcool une fois tous les 3 mois ». Et la Sécu, si ça c'est marqué dans le compte rendu, ils vont dire qu'il est addict à l'alcool. Donc,
tout trouble comportement alimentaire, la sécurité sociale le voit donc c'est une question de même comment on l'écrit, c'est pas que le mot, mais même comment on l'écrit. Chez moi, la sécurité sociale nous demande les dates d'entretien de psychologue et les dates d'entretien de diététique. Et pour la psycho, alors c'est même pas dans les recommandations, ils imposent plus de 6 mois et environ 6 entretiens. Donc ce temps est un véritable problème. Donc c'est ce qu'il faut faire. Il faut que le chirurgien ait la patience pour avoir les meilleurs résultats, je suis tout à fait d'accord. Mais en organisation, quand vous avez une partie de votre patientèle qui doit refaire tout le bilan cardiaque et pulmonaire parce qu'il est dépassé au bout d'1 an, je vous assure que vous vous posez des questions. Peut-être qu'il faut faire un travail psychologique avant de se lancer. Ah oui, merci. Voilà, merci pour ça.